Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau ce mercredi après-midi pour ce deuxième temps de partage de notre parcours Comment refaire vivre la classe ensemble. C'est un parcours qui est initié par la Cardine Créteil et qui est porté par l'École académique de la formation continue. Le 9 mars dernier, nous avons, grâce à des témoins de terrain et à Dominique Bucheton, interrogé les modalités de travail, les points de vigilance pédagogique, l'ajustement des gestes professionnels afin d'engager et soutenir les élèves dans les apprentissages. Mais parfois, le lien est difficile à créer, il peut être difficile à recréer parce que le contexte sanitaire a bouleversé l'école, parce que le climat sociétal peut être en ce moment parfois agressif, parfois anxiogène, parce que le monde replonge aussi dans ses heures les plus sombres et que, comme nous sommes humains, et c'est ce qui fait la beauté de ce métier, mais aussi sa très grande complexité, nous ne pouvons pas nous extraire de cette réalité-là qui touche nos enfants, qui touche nos adultes, qui touche l'ensemble de la communauté éducative, mais il faut essayer de composer avec, il faut essayer d'accueillir pour continuer à faire ensemble. L'intention de ce webinaire est donc aujourd'hui d'entrevoir ce qui se passe en nous, adultes encadrants, ce qui se passe aussi chez nos élèves. Et c'est avec vous, Madame Catherine Guéguen, que nous allons le partager à nouveau en toute humilité pour nous aider à aller le mieux possible ensemble et travailler avec plaisir. Aujourd'hui, les témoignages de grande fatigue, d'incompréhension, parfois de désarroi chez certains enseignants se font jour, mais aussi des retours d'hypersensibilité, de refus de travailler, de refus d'être en groupe ou de mal-être de certains de nos élèves nous interrogent. Madame Guéguen, vous êtes pédiatre, vous êtes formée en communication non violente, vous intervenez régulièrement auprès des professionnels de santé et de l'éducation pour œuvrer au développement des compétences psychosociales et émotionnelles que vous allez partager avec nous cet après-midi et nous vous en remercions. Donc pour le confort de tous, nous avons éteint vos micros, je vais les activer au fur et à mesure. N'hésitez pas à réagir aussi sur le chat. Et Madame Guéguen, je vous laisse la parole. Encore un immense merci. Si besoin est, je ferai quelques pauses par rapport aux questions qui pourraient arriver dans le chat pour vous les partager, vous faire part aussi de quelques réactions. Merci beaucoup. Donc, un grand merci à l'Académie de Créteil et à vous, Madame Sabine Kaiten, de m'avoir invitée et bonjour à tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais tenter de comprendre pourquoi est-ce que c'est si difficile en ce moment pour vous, les enseignants, et pour aussi vos élèves, de pouvoir faire vivre la classe ensemble. Alors, pour cela, je vais m'appuyer sur ce qu'on appelle les neurosciences affectives et sociales. Et les neurosciences affectives et sociales, ce sont des sciences du cerveau qui sont très très récentes, qui datent donc du 21e siècle et qui nous disent que dans notre cerveau, nous avons toute une partie du cerveau qui est consacrée aux émotions et aux capacités relationnelles. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, l'école était fondée sur ce qu'on savait justement du développement de l'être humain et de ce qu'il y avait dans son cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, on le savait, était dévolu aux capacités intellectuelles, motrices et sensorielles. Donc l'école voulait développer chez l'enfant ses capacités intellectuelles, ses capacités motrices par le sport et ses capacités sensorielles par la musique ou le dessin. Maintenant, au XXe siècle, on sait, je vous le redis, qu'une très grande partie du cerveau est dévolue aux émotions et aux relations. Et donc, c'est une vraie révolution de faire rentrer dans l'école tout ce qui est émotion et relation. Donc, comme nous allons parler d'émotions et de relations, je vais vous demander, si vous le souhaitez, de vous connecter, vous, à vos émotions. Et je voudrais vous demander, personnellement, en ce moment, qu'éprouvez-vous face à tout ce qu'on vit, c'est-à-dire, on vit beaucoup de crises en ce moment, il y a la pandémie qui est toujours là, il y a la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous éprouvez, vous, comme émotion? Donc, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour vous connecter à vos émotions.
Et ensuite, si c'est possible, les personnes qui le souhaitent vont partager ce que vous ressentez, vous, en ce moment. Ce qui apparaît pour l'instant dans le chat, c'est beaucoup d'inquiétude, d'insécurité, de peur, de stress, d'incompréhension, de fatalisme. Donc, on est plutôt dans une connotation quand même assez noire et assez dure, avec des mots qui reviennent. On gardera tous ces mots pour les mettre dans la synthèse. Découragement également. Donc, tristesse et espoir, découragement, fatigue. N'hésitez pas, si certains d'entre vous souhaitent le partager à l'oral. Voilà, vous activez votre micro, vous pouvez activer votre caméra et on vous écoute pour pouvoir incarner les mots qui sont dans le chat. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Bonjour madame. En fait, moi, les émotions que je ressens en ce moment, c'est beaucoup d'inquiétude, oui, même par rapport aux élèves qu'on est censé former, parce que je pense que eux ressentent quelque part le sentiment de l'enseignant quelque part aussi. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc comment vous dire, comme vous dites, de créer du lien avec tous ces élèves, des liens de confiance, et bon, surtout dans la société d'aujourd'hui, qui est quand même le reflet, moi je trouve que euh, l'école est le reflet de la société actuelle aussi, donc c'est lié en fait. Enfin voilà. Je vous remercie beaucoup. Mm. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Moi, je veux bien m'exprimer. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'exprime de Nice. Allez-y. Moi, c'est vrai que j'enseigne en maternelle et je peux remarquer que suite à la fin ou à l'amoindrissement de la pandémie, les familles se désengagent aussi de l'école. J'enseigne dans un milieu un peu défavorisé, je ne suis pas en REP plus non plus, mais les familles, on a comme l'impression qu'il y a de l'ordre de vouloir profiter de la vie, de l'ordre de se replier sur le noyau familial. Et du coup, l'ouverture vers l'école et la nécessité de s'impliquer dans les apprentissages de leurs enfants est très amoindrie cette année, je trouve. Oui. Et donc, face à ça, qu'est-ce que vous éprouvez? Moi, les dernières années, j'avais mis beaucoup j'avais essayé de créer du lien justement en engageant de la coéducation avec les familles. Et je trouve que ces efforts et ces activités mises en place ont été un petit peu ruinés. Et malgré le fait d'engager, d'essayer de créer du lien par le biais d'annuentés, par le biais d'outils qui vont vers les familles ne s'en emparent pas. Oui. Et donc, vous éprouvez quoi comme émotion? Ah bah moi, du découragement, ça c'est sûr. D'accord, Moi, d'accord. j'ai 32 ans d'ancienneté et Oui. c'est vrai que je trouve qu'arriver là, quoi, je suis pas tout à fait en fin de carrière, mais je suis un peu désabusée parce que je trouve que tous les efforts que je peux faire, tout l'engagement que je peux mettre dans la préparation de ma classe, c'est gâché quelque part. Voilà, D'accord. Donc, vous êtes découragé et désabusé. voilà, désabusé. Parce que Oui. aussi l'institution, aussi, enfin, il y a un deuxième biais aussi, c'est que comme on a beaucoup d'injonctions institutionnelles, de la formation en plan français, par exemple, qui peut être très intéressante, mais qui a du mal à être engagée aussi par les enseignants. Du coup, je trouve que ça piétine et alors qu'on devrait progresser, à mon sens, on va plutôt ça régresse pour moi. Voilà. Oui. Et donc, vis-à-vis de ça, qu'est-ce que vous éprouvez? Là, pareil, je suis désabusée parce Oui, que d'accord, d'accord, on a beaucoup d'injonctions qui sont parfois contradictoires, où on a beaucoup d'objectifs, mais pas forcément les moyens pour les atteindre. d'accord. Ben, je vous remercie beaucoup de ce partage. Merci Madame Bey. Juste pour relayer un petit peu le chat et on donnera ensuite la parole à Madame Delbarry pour clore ce premier moment. Il apparaît aussi le terme un petit peu de décalage
effectivement, par rapport à ce qu'on demande à l'école et ce que les enseignants semblent en mesure de faire, ce qui apparaît comme une forme de perte de sens par rapport à leur mission et par rapport à leur rôle. Ça peut se transformer en colère. Après, il y a des façons de le vivre un petit peu différentes, mais cette perte de sens sur ce qui est l'enjeu de l'école revient un petit peu dans le chat également. Madame Delbarry, vous demandiez la parole, on va vous laisser partager et ensuite on va donner la main à Madame Guéguen pour avoir ces pistes de réflexion. Merci. Je voulais réagir par rapport à l'intervention de ma collègue juste avant. Donc, je suis enseignante en collège en Seine-Saint-Denis. Moi, dans mes ressentis, je ressens beaucoup de tristesse, parfois de la colère. Je fais cours, enfin, j'ai le sentiment de faire cours à des élèves qui sont agités et j'entends leur agitation de par les inquiétudes. Hein. On vient de vivre 2 années vraiment difficiles, donc je ressens voilà, une agitation de la part des élèves, des collègues, et je me mets dedans avec beaucoup de découragement et de fatigue. J'ai essayé de me former aux compétences psychosociales et je me retrouve face à des résistances aussi où la société va vouloir réagir avec un retour à l'autorité, mais une autorité qui est pour moi peut-être pas forcément une bonne autorité, mais peut-être de la domination et du pouvoir. Enfin, voilà, face à ces difficultés qu'on ressent au quotidien. Et donc, il faut avoir de la colère face à des collègues qui peuvent réagir de façon beaucoup plus autoritaire. Enfin voilà, c'est très très déstabilisant et ça manque effectivement de sens. Et à nouveau, pareil, ces injonctions qu'on peut avoir l'institution qui pourtant, quand on regarde tout ce qui est compétences psychosociales, etc., c'est vraiment mis en place dans les BO. Enfin, on sent qu'on part dans cette direction, mais on sent quand même que sur le terrain, c'est encore très très difficile. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous avez eu une formation pour développer vos compétences psychosociales? Alors, l'année dernière, j'ai passé un master au sein de l'UPEC, un master MEF, et on a vraiment travaillé sur les neurosciences et ensuite, je suis un petit peu, j'essaye, dans le groupe BCR de l'académie, avec Madame Har qui essaye, voilà, essaye de se former un peu comme. Merci, Madame Delbarry. Donc, ce que j'entends, c'est que vous êtes triste et en colère. Vous avez beaucoup d'élèves agités et donc vous vous sentez aussi découragé, fatigué. Et puis, vous êtes aussi, vous sentez de la résistance par rapport à vos collègues vis-à-vis de justement de ces compétences psychosociales et avec des collègues qui, au contraire, sont dans l'autoritarisme. C'est ça? Complètement. Et également des parents, pour revenir à ce que disait la collègue, des parents qui semblent vraiment démunis, d'autant plus avec des adolescents en souffrance. D'accord. Donc qui s'éloignent un peu du système éducatif. Oui. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et alors, simplement, Madame Guéguen, avant de vous donner la parole, c'est juste pour préciser ce qu'a dit l'enseignante sur le groupe BCR, qui veut dire bien-être, réussite et coopération, qui est un groupe qui a été mis en place effectivement sur Créteil et qui coordonne des actions pour développer tout le travail autour des émotions et des compétences psychosociales. Voilà, les informations sont à retrouver sur les sites académiques, mais je me permettais de faire la précision puisque l'acronyme BCR n'était pas forcément clair. Absolument. Voilà, merci. On vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai bien entendu tout ce que vous ressentez et les difficultés. Et est-ce que maintenant, je vais vous reposer une autre question. Face à ça, de quoi auriez-vous besoin? Qu'est-ce que vous souhaitez profondément? Avec peut-être quelques mots-clés, des mots qui vraiment... Alors, on a coopération, concertation, repos, aide, du temps, le mot temps revient, moins d'élèves, confiance, soutien, le mot temps revient beaucoup, de l'accompagnement concret, concret et pratique, des échanges, de la reconnaissance. Je vous lis ce qui apparaît dans le chat. Des futurs projets pour avoir une dimension positive, essayer d'aller visiblement vers une perspective un peu plus enjouée, de l'espérance. Voilà, on retrouve un petit peu le cœur de notre métier
et qui nous porte à travailler avec des enfants et avec des jeunes, et qui en ce moment est un petit peu effectivement mis à mal. Ensuite, il y a des considérations qui sont liées aux missions, comme les heures, etc. Des informations scientifiques. Alors ça, on va en avoir, je pense, cet après-midi grâce à vous. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Des projets réalisables. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Oui, bonjour. bonjour. Moi, je veux bien prendre la parole parce que moi, je suis étudiant en BTS, en fait, enseignant en BTS, pardon. Et c'est vrai que j'ai vu la population de mes étudiants complètement évoluer et avec des besoins qui dépassent le cadre de l'enseignant. Et moi, je pense qu'on aurait besoin de beaucoup plus d'appui. Par exemple, en psychologue, il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont en détresse psychologique. Pour vous dire, c'est la première année où j'ai sur une classe d'une trentaine d'étudiants, j'en ai 5 qui sont venus me voir en disant « Monsieur, je fais des crises d'angoisse, donc vous étonnez pas si je suis absent régulièrement en cours, parce que je fais des crises d'angoisse. » Et voilà, ils n'étaient pas. Mais en même temps, par rapport à l'infirmière, quand je leur envoie chez l'infirmière, ah ben non, il n'y a pas nécessité de plan d'accompagnement personnalisé. Donc c'est une première chose. On a des étudiants qui n'ont pas les préacquis. C'est même pas les prérequis, c'est les préacquis de la formation. Et il n'y a pas de moyens de remédiation pédagogique, excepté la bonne volonté de l'équipe pédagogique. On a digitalisé tout notre établissement. Bon, c'est en cours de règlement. La direction s'en occupe, mais ça fait depuis le début de l'année qu'on n'a pas de Wi-Fi. On a le Wi-Fi d'un domicile. Le débit en fait d'un domicile, quoi. On est en fait laissé comme si en fait on gérait des numéros et pas des individualités. Et pourtant, en fait, on a un discours institutionnel qui nous dit que, ben voilà, il faut accompagner les étudiants, les élèves dans leur réussite. Mais concrètement, en fait, quand on cherche un appui là-dessus, on n'en a pas. On est seul entre quatre murs, comme le dit le film et puis de notre collègue. Hein. C'est ça, hein, c'est entre quatre murs. Et autour des murs, il y a le discours. Mais dans les murs, il y a rien. Oui. Et donc, dans votre établissement, comment vous pourriez faire pour que ça évolue dans votre établissement? Nous, on a essayé, par exemple, de mener des coopérations avec l'infirmière, l'assistante sociale, qui nous disent que les étudiants, en fait, c'est du registre du Crous. Et quand on appelle le Crous, en fait, c'est taper 1, taper 2, taper droit. Donc, on essaie de mettre une démarche, notamment en conseil d'enseignement, pour que, en fait, on ait une permanence du Crous qui vienne de temps en temps, mais ce ne sera pas à la mesure des besoins, parce que je vous ai pas parlé aussi, là, je vous ai parlé des besoins psychiques, mais il y a des besoins sociaux. Il y a des étudiants qui n'ont même pas de quoi se payer une chambre de Crous. Vous voyez, c'est-à-dire que l'aide du Crous, déjà, la chambre, elle est trop chère. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui travaillent, ils me disent, mais monsieur, j'ai un petit contrat de travail, j'ai que 16 heures par semaine. Et je leur dis, mais attendez, avec une formation initiale, c'est énorme, 16 heures par semaine. Ah oui, mais je ne peux pas faire autrement parce que, et je lui dis, vos parents ne veulent pas vous aider. Ah non, c'est moi qui les aide parce que, en fait, ils sont au RSA. Ils sont en province, ils sont au RSA. Voilà. Merci beaucoup pour ce Merci beaucoup. C'est quelque chose qui revient. On n'a pas pris la mesure aujourd'hui de la détresse de nos jeunes, que l'institution, moi c'est ma vision, hein, l'institution, et j'aime beaucoup l'éducation nationale, donc je ne suis pas du tout dans une attitude critique ou quoi que ce soit vis-à-vis de l'éducation nationale. C'est pas ma démarche du tout, parce que je suis fils d'enseignant, petit-fils d'enseignant, donc et j'adore l'éducation nationale, je trouve que c'est une très belle maison, mais je pense franchement qu'on n'a pas pris la mesure de la détresse de nos jeunes aujourd'hui et de leurs besoins qui débordent de tous les côtés du cadre de l'institution. Merci beaucoup. On essaye d'en prendre la mesure et le webinaire de cet après-midi en est la concrétisation et on va essayer de vous apporter effectivement des pistes. Cette prise en charge globale apparaît effectivement dans le chat avec
des éléments de précision autour d'élèves agités aussi, parce que perturbés par rapport à un certain nombre de choses et dont on ne sait plus trop comment faire face. Alors agités par rapport au contexte, mais agités aussi par rapport aux difficultés, ce qu'évoquait l'enseignant à l'instant par rapport au BTS, mais dans le chat apparaît un petit peu la même idée dès le collège ou avant, avec des élèves qui sont perdus par rapport à leurs difficultés scolaires qui s'ajoutent aux difficultés de contexte, et tout ça fait que le travail en classe est compliqué. Voilà, pour essayer de synthétiser un petit peu ce qui est évoqué aussi dans le chat. Oui, mais je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et vous pouvez toujours m'interrompre hein, si je vais trop vite dans ce que je vais vous dire maintenant. Donc, j'ai bien entendu toutes vos difficultés. Vous êtes confrontés à des enfants ou des adolescents qui peuvent vivre des choses extrêmement difficiles socialement et scolairement aussi. Donc, qu'est-ce que peut nous apporter ce qu'on sait actuellement en neurosciences affectives et sociales? Donc, ces nouvelles sciences nous donnent une vision de l'enfant qui est vraiment quelque chose d'une véritable révolution éducative. Et donc, nous, les adultes, on a besoin d'être accompagnés pour comprendre ce que sont réellement nos enfants. Eh bien, qu'est-ce que nous disent les chercheurs? Que, en fait, le cerveau de l'enfant est beaucoup plus immature, vulnérable et malléable que tout ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Donc oui, effectivement, les élèves que vous avez devant vous, qu'ils soient tout petits ou même adolescents, sont très très fragiles en fait. Ensuite, une chose aussi très importante que nous disent les chercheurs, c'est que l'être humain ne n'est pas mauvais. En ce moment, avec ce qui se passe en Ukraine, j'entends beaucoup dire, ben oui, c'est le mal qui revient, l'être humain est mauvais. Eh bien, on sait que non, l'être humain ne naît pas mauvais à la naissance, il naît avec la capacité d'être empathique et altruiste. Par contre, on va voir pourquoi après certains, justement, deviennent violents. Donc l'enfant petit, quand il tape, qu'il mord, qu'il griffe, il n'est pas méchant, c'est qu'il ne peut pas encore faire face à ses émotions et à ses impulsions parce que son cerveau est immature. Ça, c'est pour les enseignantes de maternelle. Et ensuite, les chercheurs nous disent l'importance capitale du rôle des émotions dans la connaissance de soi, dans la réflexion, dans le sens moral, dans la capacité de faire des choix et aussi dans l'apprentissage. Ensuite, les humiliations verbales et physiques. Beaucoup de vos élèves subissent encore des humiliations verbales et physiques dans leur famille. Et ça, c'est très très important parce que ça va entraver le développement du cerveau de l'enfant et ça va donner beaucoup de troubles du comportement. Et la chose extrêmement importante que les chercheurs nous disent, c'est que la qualité de la relation avec un enfant, notamment l'empathie, le soutien et l'encouragement, vont être essentiels pour le développement de son cerveau. Et cette empathie, ce soutien n'a rien à voir avec le laxisme. Donc vous, enseignants qui êtes avec des élèves qui peuvent être en très grande difficulté, eh bien, je peux vous assurer que vous pouvez permettre à ces élèves-là de résilier. Les enseignants ont un très très grand rôle pour aider les enfants à aller mieux. Alors, actuellement dans le monde, et je voulais insister là-dessus, la plupart des enfants reçoivent et sont soumis à une discipline violente, verbale ou physique. Ça, c'est très très important que vous sachiez ça. Et ensuite, beaucoup donc justement de parents, je n'en veux pas du tout aux parents parce que ça fait des millénaires que la plupart des parents font ça, et bien que les éducations punitives et sévères font le contraire de ce que voudraient les adultes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire en sorte que l'enfant aille bien, au contraire, l'enfant et l'adolescent deviennent insensibles, durs, sans empathie, et ils adoptent souvent des conduites antisociales, de l'agressivité, de la délinquance, des vols et de la drogue. Donc vous voyez que ça, c'est quelque chose de très très important à comprendre, que beaucoup de vos élèves ont des éducations punitives et sévères chez eux. Alors pour moi, il n'y a pas de fatalité et on peut rompre ce cycle de la violence. Et que quand on
par les émotions à un tout petit, on va renforcer sa sociabilité naturelle. Et que plus l'enfant vit des expériences d'empathie, plus il va devenir sociable et moins il va développer des comportements agressifs et antisociaux. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important à comprendre. Et là, je voulais revenir avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment. On parle beaucoup de ce que font les militaires russes actuellement. Eh bien, il faut savoir que l'armée russe est extrêmement violente, c'est-à-dire que la hiérarchie est très violente avec les jeunes conscrits et ils subissent beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence. Et donc, la violence se transmet. Alors, l'empathie, qu'est-ce que c'est? C'est un vrai travail sur les émotions. On va revoir ça. C'est la condition fondamentale pour une évolution optimale du cerveau de l'enfant et de l'adolescent. Pour le nôtre, certainement aussi, nous adultes. Et ça permet le développement du cerveau aussi bien intellectuel, donc qui nous permet de penser, d'apprendre, de mémoriser, que le cerveau affectif. Le cerveau affectif, c'est le cerveau qui nous permet d'être en connexion avec nos émotions et d'avoir des relations satisfaisantes. Donc l'empathie est vraiment extrêmement, extrêmement importante quand on est enseignant. Là, je vous montre une étude qui a été extrêmement, extrêmement importante et cette jeune femme mériterait le prix Nobel parce qu'elle a montré que quand les deux parents sont empathiques durant la petite enfance, eh bien, à 8 ans, on a une augmentation de la substance grise de tout le cerveau et un épaississement du cortex frontal. Le cortex frontal, c'est celui qui nous permet de réfléchir, de planifier, de résoudre les problèmes. Donc, c'est le cerveau supérieur. Eh bien, vous voyez que l'empathie permet vraiment, vraiment le développement du cerveau et de tout le cerveau et surtout du cerveau supérieur. Ensuite, Johan Luby nous dit que, alors, moi, ça m'agace quand les études sont faites qu'avec la mère. Hein. Je suis sûre qu'avec le père, ça donnerait la même chose. Je suis absolument sûre que si c'était l'enseignant, ça ferait la même chose. Que si la mère soutient, encourage son enfant, c'est-à-dire que quand vous avez un enfant, un adolescent qui est en difficulté scolaire, si vous lui dites, oui, je vois que tu es en difficulté. Par contre, moi, je suis persuadée que tu peux réussir quand même. Je te soutiens, je t'encourage, tu peux y arriver. Eh bien, dans ce cas-là, ça augmente son hippocampe, que vous voyez dans le schéma qui est en vert. Et l'hippocampe est dévolu à la mémoire et à l'apprentissage. Donc, à chaque fois que vous soutenez, que vous encouragez votre enfant, un enfant, eh bien, vous lui permettez de mieux apprendre. Donc, c'est extrêmement important. Et vous voyez que l'étude montre que l'impact est d'autant plus important qu'il se déroule à l'âge scolaire, mais qu'une attitude très, très soutenante durant la petite enfance va multiplier par 2 le volume de l'hippocampe. Donc, vous voyez que c'est énorme l'effet que ça a directement sur le cerveau. Et vous voyez que cet effet va persister jusqu'au début de l'adolescence. Donc, si je peux vous faire passer ce message, c'est de soutenir et d'encourager même les enfants qui sont en très, très grande difficulté scolaire. Ensuite, la sécrétion d'ocytocine. L'ocytocine, c'est la molécule de l'empathie. La dopamine, c'est la molécule de la motivation. Hein, et pour apprendre, il faut être motivé. Du plaisir à vivre et de la créativité. Elle est stimulée par la collaboration, la coopération et le plaisir. Donc, à chaque fois que vous aidez vos élèves à collaborer, à coopérer, eh bien, vous faites sécréter de l'ocytocine et de la dopamine. Au contraire, dès que vous mettez vos élèves en compétition, que vous les comparez, qu'ils sont stressés, il n'y a plus de sécrétion d'ocytocine et de dopamine. Alors, comment on applique toutes ces découvertes en neurosciences affectives et sociales? Eh bien, par le développement de l'empathie, des compétences socio-émotionnelles et des compétences psychosociales. Donc, on va revoir qu'est-ce que c'est que l'empathie. L'empathie, c'est un travail donc, sur les émotions. Donc, vous voyez que l'émotion est vraiment au cœur de ce qu'il faudrait faire avec tous les enfants et
les élèves, puisque c'est ça qui permet le développement du cerveau. Eh bien, l'empathie affective, c'est d'abord percevoir nos émotions, d'abord percevoir nos émotions à nous et celles d'autrui. Et quand on est un professionnel, sans être dans la confusion entre soi et autrui. C'est-à-dire que vous qui êtes enseignant, si vous voyez un enfant en détresse, ne portez pas sa détresse sur vous, sinon vous n'allez pas pouvoir l'aider et l'accompagner. Et ça, c'est très, très, très important. Ensuite, vous avez l'empathie cognitive, c'est comprendre pourquoi cet enfant a telles émotions et comprendre aussi vos propres émotions et pensées. Et ensuite, la troisième facette, c'est la sollicitude empathique qui va nous inciter à prendre soin de nos propres émotions, toujours, et de celles d'autrui. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que les êtres humains naissaient en étant empathiques. Et dès donc la naissance, nous avons cette capacité-là. Mais le plus souvent, ensuite, elle sommeille. Pourquoi? Eh bien, parce que je vous ai dit que la majorité des enfants subissaient des humiliations verbales et physiques. Et la période où ils en subissent le plus, et ça va peut-être vous étonner ce que je vais vous dire là, c'est dès la première année de vie. Et dès la première année de vie, les enfants reçoivent beaucoup, beaucoup d'humiliations verbales et physiques. Et donc, ces humiliations, elles font sécréter, c'est un stress très important, et elles font sécréter du cortisol. Et le cortisol bloque le développement de l'ocytocine, donc de l'empathie. Donc vous voyez que le stress, les humiliations verbales et physiques que reçoivent beaucoup, beaucoup d'enfants vont bloquer cette faculté d'empathie et d'altruisme. Madame Guéguen, je me permets juste parce que sur cette question de l'empathie, dans le chat, il est demandé s'il y a une différence entre enfance et adolescence et si cette dimension empathique peut continuer à être développée même quand on est adolescent. Voilà, c'est quelque chose qui apparaît dans le chat. Alors justement, peut-on devenir plus empathique et si oui, comment? Oui, à tout âge, on peut devenir encore plus empathique, bien entendu. Alors pour faire croître l'empathie, je vous ai mis sur cette diapo, on a besoin de recevoir de l'empathie, c'est-à-dire donc de la compréhension et du soutien, alors venant de nous-mêmes, c'est l'auto-empathie, mais surtout de notre entourage. Quand nous donnons de l'empathie, ça nous aide, bien entendu, mais c'est surtout encore beaucoup plus efficace quand on reçoit de l'empathie de notre entourage. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, là, ce sont toutes les études scientifiques. Encouragez-vous, donnez-vous du soutien, de la bienveillance, de la compréhension. Soyez votre meilleur ami. Tu fais de ton mieux, tu vas y arriver. À l'inverse, plus vous stressez, plus votre capacité d'empathie diminue. Et plus vous stressez l'enfant, moins il va devenir empathique. Donc ça, c'est très très important à comprendre. Ensuite, avoir de l'autocompassion, s'encourager, très très important. Voyez consciemment tout ce que vous faites de bien en tant que, alors, aussi bien pour les parents, parce que là parmi les enseignants, vous avez certainement, il y a certainement beaucoup beaucoup d'enseignants qui sont également parents ou professionnels. Et l'autocompassion est le premier facteur protecteur. Elle fait de burn-out, elle fait progresser, elle augmente votre sentiment de confiance et de compétence. Donc ça, c'est très, très, très important d'avoir de l'autocompassion et de vous encourager et de voir consciemment tout ce que vous faites de bien en tant que professionnel. Au contraire, plus vous allez vous critiquer, plus vous allez vous dévaloriser, plus vous allez mal et plus vous risquez de punir et plus l'agressivité de l'enfant va alors augmenter. Vous voyez qu'il y a des cercles vertueux et des cercles vicieux. Donc, être enseignant, je le sais bien, ça peut être une source de grande joie, mais ça peut être aussi très difficile. Et donc, ça demande un vrai travail d'empathie vis-à-vis de soi-même, des parents et des enfants. Et pour moi, un des grands messages que je voudrais vous faire passer cet après-midi, c'est que la cohésion d'équipe basée sur l'empathie est absolument indispensable, indispensable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que dans vos salles de classe, vous puissiez commencer la journée par vous
donner mutuellement de l'empathie, c'est-à-dire parler de vos émotions dès le début de la journée en salle de classe. Vous voyez que ça, c'est une vraie révolution. Et dans ce cas-là, vous allez vous comprendre. Pourquoi? Parce que exprimer ses émotions, les partager, apaise et développe l'empathie. Et il faut le faire d'abord entre adultes, puis ensuite avec les enfants. Donc ces émotions, hein, pourquoi il faut pouvoir les exprimer? Parce que donc ça nous apaise, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut les exprimer sans aucune culpabilité, car elles sont ni bonnes ni mauvaises. Il ne faut pas du tout avoir de culpabilité quand on a des émotions désagréables. Donc elles sont désagréables ou agréables, mais elles sont ni bonnes ni mauvaises. C'est très important à comprendre ça. Et les émotions, c'est des réactions involontaires à une expérience que vous vivez. Et donc, il n'y a aucun jugement moral à avoir sur les émotions. Ensuite, elles sont essentielles parce qu'elles nous renseignent sur ce que nous sommes, sur nos souhaits et nos besoins profonds. Si on a des émotions agréables, ça veut dire que nos besoins profonds sont satisfaits. Si on a des émotions désagréables, ça veut dire que nos souhaits, nos besoins très profonds ne sont pas satisfaits. Une réunion sur. Exprimer nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, nous permet de développer de l'empathie et nous aide à avoir des relations satisfaisantes. Et ça, c'est très important aussi à bien comprendre pourquoi la première cause de burn-out chez les enseignants, ce sont les difficultés relationnelles, d'abord avec les collègues. Je ne sais pas si vous le savez. Ouais. Ensuite, la deuxième cause de burn-out, c'est les difficultés relationnelles avec les enfants, avec les élèves. Donc, vous voyez qu'avoir des relations satisfaisantes avec vos collègues, c'est extrêmement important. Et ça s'apprend et ça se développe grâce à l'empathie. Exprimer et partager nos émotions agréables est très bénéfique, car ça va décupler nos sensations agréables. Ça va diminuer le stress, la fatigue, ça va augmenter les défenses immunitaires, ça va conférer une meilleure santé mentale, ça permet un meilleur fonctionnement intellectuel, ça favorise la résilience, ça augmente la résolution de problèmes complexes, la créativité, l'ouverture au changement, ça améliore les relations, il y a moins de jugement, moins de dogmatisme. Donc vous voyez, exprimer, partager nos émotions agréables va être très bénéfique. Ensuite, exprimer nos émotions désagréables va nous apaiser. Et ça, c'est très important. À chaque fois qu'on arrive à dire qu'on est stressé, qu'on est en colère, qu'on est anxieux, eh bien, l'amygdale cérébrale, qui est en rouge là sur le schéma, et qui active la sécrétion des molécules de stress, le cortisol et l'adrénaline, va se calmer. Nous allons donc être moins stressés. Donc vous voyez qu'à chaque fois que vous arrivez le matin à l'école, dans la salle de classe, à dire là, je n'en peux plus, je suis fatiguée, en colère, stressée, eh bien tout de suite, vous vous apaisez, vous sécrétez moins de cortisol et d'adrénaline. Donc c'est extrêmement important pour vous, enseignants. Alors, ce qu'on appelle les compétences sociales et émotionnelles, c'est la connaissance des émotions et notre vie affective est extrêmement riche. Leur expression sans aucune culpabilité, donc. Leur régulation, c'est-à-dire savoir gérer son stress et comprendre pourquoi on a telle ou telle émotion. Ensuite, quand on a fait ce travail-là, et c'est un vrai travail, eh bien, ça va nous permettre de beaucoup mieux comprendre les autres et d'avoir des relations satisfaisantes. Mais c'est d'abord en travaillant sur nos émotions qu'on peut avoir des relations satisfaisantes. On peut alors écouter l'autre, le comprendre, coopérer, savoir résoudre les conflits, avoir une pensée critique. Et ce qui peut être très intéressant, vous, en tant qu'enseignant, c'est que quand vous êtes formé pour développer vos compétences sociales et émotionnelles, il faut des vraies formations, et que vous, ensuite, vous les transmettez aux enfants, eh bien, vos enfants
vont mieux réussir à l'école. Vous voyez, c'est une étude scientifique qui nous dit que ces compétences sociales et émotionnelles sont liées à la réussite scolaire. Là, c'est une étude d'une jeune chercheuse, Anne Milatz, qui nous dit que quand les enseignants ont une formation pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles, ces enseignants vont évidemment avoir une relation proche avec leurs élèves. Ils ressentent un sentiment de compétence et d'accomplissement. Et ensuite, ça va prévenir le burn-out. Donc, vous voyez que c'est très, très important d'avoir une vraie formation pour développer ces compétences sociales et émotionnelles. Ensuite, quand on développe ces compétences sociales et émotionnelles chez l'enfant, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est extraordinaire parce que l'enfant progresse sur tous les plans. Sur le plan personnel, il va bien. Dans ses relations, il n'y a plus de harcèlement. Et dans sa réussite scolaire. Les Américains ont beaucoup, beaucoup d'argent pour faire des recherches et donc ils ont pu faire une recherche extrêmement importante, vous voyez, sur 270 000 élèves de l'école maternelle au secondaire. Et donc, ils ont eu un programme pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles. Ils les ont comparés à des enfants qui n'avaient pas eu ce programme. Eh bien, ils ont vu que la qualité des relations s'améliore, les problèmes de comportement diminuent et les résultats scolaires s'améliorent. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de fatalité. Par contre, il faut absolument se former pour développer ces compétences sociales et émotionnelles et ensuite les transmettre aux enfants. Et un grand merci à Karen Bierman qui nous dit que même quand les enfants sont issus de quartiers très très pauvres, vous voyez, elle a fait une étude pendant 3 ans sur 556 enfants de 4 à 5 ans, eh bien ces enfants progressent sur tous les plans et ces bénéfices sont stables à l'école élémentaire. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de fatalité. Même les enfants issus de quartiers très pauvres qui ont beaucoup de difficultés, eh bien ils peuvent s'en sortir également. Ensuite, il y a une étude très intéressante de Timothy Kirby et cette étude a été faite dans 24 écoles sur 181 enseignants. Il montre quand l'enseignant est proche, chaleureux avec les élèves de façon individuelle. Et ça, c'est très important de comprendre que ce n'est jamais une perte de temps d'être avec un élève qui est en détresse devant la classe. Pourquoi? Eh bien, parce que dans ce cas-là, les enfants apprennent comment être empathique avec quelqu'un en détresse. Et ils reçoivent tous de l'empathie. Eh bien, qu'est-ce que cette étude montre? Que quand cet enseignant est proche et chaleureux avec les élèves individuellement, les enfants sont satisfaits d'être en classe, ils deviennent plus autonomes, plus responsables, leurs compétences sociales augmentent, les problèmes de comportement diminuent, ils sont motivés et les résultats scolaires sont meilleurs. Donc vous voyez que c'est un changement, une vraie révolution dans la fonction de l'enseignant, de savoir que oui, vous avez un rôle humain extraordinairement important, qui est un rôle d'empathie vis-à-vis des enfants qui sont en détresse. Alors, qu'est-ce que c'est que les compétences psychosociales? Madame Guéguen, excusez-moi, juste avant, pareil, petite pause par rapport au chat avant que vous ne passiez véritablement spécifiquement là, sur les compétences psychosociales. Il y a eu une question sur les programmes que les deux grandes études américaines que vous avez citées pour savoir ce qui avait été, en quoi consistait le programme, en fait, en quoi consistait l'étude pour avoir quelques précisions. Ça, c'était une première question. Après, j'en aurai une autre. Oui, eh bien, c'est un programme pour développer ses compétences sociales et émotionnelles. C'est des programmes que vous pouvez retrouver sur Internet. Hein. Ce sont des programmes validés scientifiquement dans le monde entier. D'accord. Oui. Donc avec un travail particulier qui est mené auprès des enfants sur... D'abord, ce sont les enseignants qui sont formés et ensuite, ils transmettent ça aux enfants.
D'accord. Alors, effectivement, vous m'avez annoncé, vous avez participé aussi hein, à la réflexion autour d'un programme de formation. Je crois que vous m'en aviez parlé pour les enseignants. Donc, ce sont des choses qui sont en train de se mettre effectivement Oui, en place aussi chez nous petit à petit. je vais en parler de ça. D'accord. Il y avait une autre question sur l'empathie avec les neurones miroirs. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Et une question tout Les platique neurones sur miroirs, l'attachement. oui, ils sont connus depuis très longtemps en France, hein. C'est que, oui, il y a une contagion, c'est-à-dire que quand soi-même on crie, ben, les enfants, ils vont crier aussi. Oui. Euh, c'est-à-dire que nous, les adultes, nous sommes des modèles très, très puissants vis-à-vis des enfants. Et ils vont nous imiter. Et donc, les enfants vont imiter le comportement des adultes. Oui, les neurones miroirs jouent. Et il y a une question aussi sur la théorie de l'attachement par rapport aux neurosciences, si ça a été scientifiquement prouvé. Oui. Voilà, pour synthétiser tout ce qui a été vu pendant cette première partie. Oui. Alors, l'attachement, hein, en quelques mots, hein, c'est qu'un enfant qui est en détresse, hein, ou un adolescent, hein, un adulte, ça va être pareil, a besoin absolument d'avoir un lien avec quelqu'un qui comprend ses émotions et qui va répondre à ses émotions de détresse. C'est ça l'attachement. Eh bien, c'est l'empathie. L'empathie, c'est exactement ce qu'il faut vis-à-vis de... Alors, l'attachement, ça a été théorisé par John Bowlby au XXe siècle, hein. Il n'y avait pas encore les neurosciences, mais il y avait des études qui montraient que quand un enfant était élevé avec un adulte capable de comprendre ses émotions de détresse, eh bien, il se développait au maximum de ses capacités. Eh bien, à l'heure actuelle, on sait que l'empathie permet au cerveau de se développer au maximum de ses capacités. Donc, dans mon livre Heureux d'apprendre à l'école, je montre qu'il y a en fait beaucoup, beaucoup d'études hein, qui sont faites sur l'attachement vis-à-vis d'un enseignant. Et c'est absolument la même chose. Et qu'un enseignant, tout à l'heure, je vous ai dit, il peut permettre à un enfant de résilier. Hein, eh bien, un enseignant qui sait répondre à la détresse d'un enfant, eh bien, il va permettre à l'enfant d'avoir ce qu'on appelle un attachement sécurisé. L'attachement sécurisé, c'est ça qui permet à l'enfant de se développer au maximum de ses possibilités. Mais l'attachement, ça dure toute la vie, hein. C'est-à-dire que nous, adultes, quand on est en détresse, on a besoin d'avoir quelqu'un qui comprend nos émotions de détresse. Et c'est pour ça que là, j'ai bien entendu toutes les difficultés que ont les enseignants actuellement. Eh bien, c'est pour ça que je vous dis qu'en salle de classe, quand soi-même on se sent en détresse, il faut absolument avoir quelqu'un qui puisse vous écouter empathiquement. Et c'est extraordinairement important. C'est pas du tout du bisounours, hein, c'est du scientifique. Mais... Alors, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Si, très bien, merci. Je vous laisse reprendre sur les compétences psychosociales. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, les compétences psychosociales, ça comprend les compétences émotionnelles, sociales et cognitives. Et leur définition, les compétences émotionnelles, on l'a vu, c'est avoir conscience de ses émotions, réguler ses émotions, gérer son stress, et c'est la capacité à faire face à l'adversité. Vous voyez que c'est pas simple, hein, et donc ça se travaille et ça s'apprend. Les compétences sociales, c'est quoi? C'est communiquer de façon constructive, et c'est l'écoute empathique. Justement, c'est être capable d'écouter empathiquement un collègue, un parent en détresse, un élève en détresse. C'est développer des relations constructives, la collaboration. C'est très, très important d'instituer de la collaboration en classe. C'est savoir résoudre les conflits. Évidemment que tout ça, ça s'apprend, savoir résoudre les conflits. Et s'affirmer et résister à la pression sociale. C'est fondamental, fondamental, surtout hein, chez les adolescents hein, qui ont tendance à vivre avec leur père, hein, à vivre en groupe, et qui sont sur les réseaux sociaux.
Donc, vous voyez que les compétences sociales, ce n'est pas rien. S'affirmer et résister à la pression sociale, c'est extrêmement, extrêmement important dans la construction de la personnalité. Ensuite, les compétences cognitives, c'est avoir conscience de soi. Et donc, il y a la pratique de l'attention. Hein. Penser de façon critique, c'est extrêmement important. La capacité de maîtrise de soi, de gérer ses impulsions, très très important. Hein. Savoir gérer ses colères, son agressivité. Savoir planifier, prendre des décisions constructives, savoir faire des choix responsables, résoudre des problèmes de façon créative. Donc, vous voyez que les compétences psychosociales qui, normalement, doivent être intégrées dans l'école, c'est une toute nouvelle façon d'être enseignant. C'est une vraie révolution pour la France, hein, les compétences psychosociales. Et par rapport à ça, et par rapport à, il y a une question qui apparaît aussi dans le chat autour de la question du groupe, parce qu'on entend comment porter son attention à un élève quand on peut le prendre, etc. Mais se pose la question aussi de l'écoute, écouter un groupe, comment ça peut se mettre en place, comment ça peut se concrétiser un petit peu, puisque c'est la réalité. On entend bien l'accompagnement un peu plus individuel, mais là se pose la question aussi en classe, comment on écoute un groupe et comment est-ce qu'on permet à un groupe de s'écouter? Eh bien, justement, ça aussi, ça s'apprend. Et je pense que là, tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur qu'il était indispensable en salle de classe que les enseignants s'écoutent, hein, se parlent avec empathie. Eh bien, il faut absolument, pour moi, c'est ça les compétences sociales et émotionnelles, que dans les classes, dès le matin, eh bien, on réunisse les enfants et que chaque enfant, alors on commence par soi. Moi, ce matin, je me sens, mettons, enthousiaste ou au contraire triste, mais sans avoir à dire pourquoi. Hein. Et ensuite, chaque enfant, à tour de rôle, va dire ses émotions. Il faut que ça soit une habitude qui rentre dans toutes les classes. Et ça, si possible, plusieurs fois par jour. Et ce n'est pas une perte de temps, puisque euh, déposer ses émotions, être empathique, comprendre les autres, va permettre justement au cerveau de se développer. Et donc, au début, peut-être que vous allez tâtonner, mais c'est juste, on apprend aux enfants à s'écouter. Il y a beaucoup de techniques. Hein. Vous avez eu pendant au début de la pandémie, je vais y revenir avec les mallettes essentielles. Hein. Et vous avez aussi des façons de gérer des groupes. Il peut y avoir un bâton de parole. Ça s'apprend de s'écouter et de laisser la parole à chacun. Alors, il y a eu le 14 et 15 décembre 2021 un séminaire à Santé publique France sur le développement des compétences psychosociales des enfants et avec un référentiel pour favoriser un déploiement national. Vous pouvez le visionner, il est en replay sur le site de Santé publique France. Vous pouvez aussi imprimer ce référentiel. Et ce séminaire a duré 2 jours. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que, encore une fois, je vous dis, c'est une vraie révolution pour la France. Et monsieur Thomas Leroux de la DGESCO s'est engagé lors de ce séminaire à former tous les personnels de l'éducation nationale. Donc, je pense que justement, vous pouvez légitimement demander des formations pour vous former, pour que vous puissiez développer vos compétences psychosociales. Alors, il y a des formations. Vous avez Madame Béatrice Lambois, justement, qui a été chargée de faire ce séminaire à Santé publique France. Vous avez Madame Rebecca Chanclan, professeure de psychologie à l'Université de Lyon et de Grenoble. Vous avez l'association Déclic CNV Éducation. Vous avez l'association Essentielle qui propose des mallettes pédagogiques pour les enseignants. Donc là, vous pouvez aller sur Internet et vous faites association Essentielle. Et vous allez avoir plein de choses très, très pratiques. Hein. Vous avez aussi l'association Scolavie de Laure Reynaud, une ancienne enseignante, qui travaille avec l'éducation nationale. Vous avez l'association Be Enjoy de Gaël Assoum,
une enseignante aussi de français qui travaille en REP à Nice. Hein. Donc, vous avez beaucoup de personnes en ce moment qui vous permettent de développer vos compétences sociales et émotionnelles. Et en écoutant le séminaire, vous allez trouver aussi d'autres personnes qui sont intervenues lors de ce séminaire. Quand vous êtes en difficulté, que vous avez beaucoup de stress, que vous ne savez plus réguler ces émotions, eh bien, quand on prend du recul, quand on analyse calmement ce qui arrive, quand on réfléchit, donc justement en groupe, c'est-à-dire que, encore une fois, dans vos classes, salles de classe, en parlant de vos émotions, vous pouvez essayer d'analyser calmement ce qui arrive. Eh bien, ça va diminuer le stress. Parce que votre cortex préfrontal, il permet de réfléchir, de raisonner, d'être créatif, d'imaginer, de résoudre des problèmes, de planifier, d'avoir la conscience de soi, l'empathie, la régulation des émotions, c'est-à-dire toutes ces compétences psychosociales. Donc vous voyez que quand on se met en groupe et qu'on réfléchit ensemble, qu'on essaye de comprendre et d'analyser ce qui nous arrive, eh bien, on va réussir à résoudre des problèmes ensemble. Et donc ça, c'est très important. C'est pas seul qu'on y arrive. C'est vraiment en groupe. On a aussi besoin d'agir parce que le sentiment d'impuissance, c'est pour ça que tout à l'heure, quand cet enseignant m'a parlé de ses difficultés dans son collège, je lui ai demandé qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que le sentiment d'impuissance, c'est un grand facteur de stress et d'anxiété. Et ce besoin d'agir, de se sentir utile, de savoir résoudre les problèmes de façon créative est indispensable pour diminuer l'anxiété. Eh bien, au niveau d'un établissement, d'une salle de classe, la collaboration entre enseignants, les actions collectives au sein d'un établissement, elles sont absolument indispensables. Là, je vous ai mis une vidéo d'un film. Pardon, Madame Legan, juste pour rebondir sur le qu'est-ce qu'on peut faire et sur le collectif, juste pour faire le lien avec la CARDI, puisque la CARDI, c'est l'innovation et l'expérimentation. Et nous, quand on accompagne de l'innovation, de l'expérimentation, on a tendance à dire qu'il faut essayer et qu'ensuite on tirera les conclusions, qu'on ajustera, qu'on affinera, qu'on pensera les choses ensemble pour les faire évoluer, mais qu'il faut essayer parce que ça peut faire bouger des choses petit à petit, en toute humilité, en toute simplicité, mais qu'il faut oser se lancer dans des choses un petit peu différentes pour essayer de faire face à toutes ces questions que vous nous posez. Voilà, c'était pour dire que on peut essayer et ensemble, ça permet d'avancer petit à petit et ensuite on ajuste et on prend du recul, on affine, on analyse et c'est comme ça aussi que les choses évoluent dans les établissements au niveau local. Oui. Alors, moi, je suis formée, comme vous l'avez dit, en communication non violente. Et là, je vous incite à regarder ce film qui, à chaque fois que je le regarde, m'émeut énormément. Je l'ai vu plusieurs fois. C'est une Charlotte qui est prof de lettres dans un collège et qui raconte comment elle a fait pour introduire la CNV dans son collège. C'est un film absolument extraordinaire. Donc, je vous le conseille vraiment fortement et vous pouvez le trouver sur YouTube. Il y a 2 livres qui sont sortis en 2021 sur les compétences psychosociales. Donc, c'est Madame Béatrice Lamboise, celle qui a été chargée du séminaire à Santé publique France, et Madame Rebecca Champlante, dont je vous ai parlé là tout à l'heure. Et j'ai fait donc la préface de ce livre, et c'est un livre très pratique. Vous avez beaucoup de fiches pratiques pour savoir développer vos compétences sociales et émotionnelles. Vous avez un autre livre qui est pour les enfants petits de Laure Reynaud pour développer ses compétences sociales et émotionnelles plutôt en classe maternelle. Et j'ai fait aussi la préface de ce livre. Et pareil, il est également extrêmement pratique. J'ai écrit un livre sur Heureux d'apprendre à l'école et où je vous donne toutes les études scientifiques. Et vous avez aussi le livre de
Patricia Jennings qui s'appelle L'école en pleine conscience et qui nous dit quoi? Eh bien que nous avons la chance en 2022 d'être donc au XXIe siècle et d'avoir maintenant des pistes validées scientifiquement pour que nos enfants se développent au meilleur de leurs possibilités. Eh bien, ces deux pistes, c'est quoi? C'est le développement des compétences sociales et émotionnelles et psychosociales, et c'est aussi la pratique de l'attention. Et ça, c'est très important. Et je voudrais redire que la pratique de l'attention, c'est quelque chose de très laïque. Bien entendu qu'il faut que ça soit un personnel certifié, bien formé, qui vous enseigne la pratique de l'attention. Mais c'est extrêmement important puisque nous avons beaucoup d'élèves qui sont extrêmement agités, qui ne savent plus du tout être attentionnés, concentrés. Il faut absolument qu'ils sachent être concentrés et la pratique de l'attention, la pleine conscience aide nos enfants à se concentrer. Alors, je vous redis que le cerveau de l'enfant et de l'adolescent est extrêmement fragile et il est beaucoup plus fragile que nous et beaucoup plus fragile au stress. Et que quand le stress est très important, répété, prolongé, le taux de cortisol, quand il est très élevé, est très nocif pour le cerveau de l'enfant et va donc donner beaucoup trop de troubles du comportement, de l'agressivité, des dépressions, de l'agitation et des difficultés cognitives. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup d'enfants qui ont ces troubles de comportement. La maltraitance émotionnelle, ça c'est très important à savoir qu'est-ce que c'est que la maltraitance émotionnelle. Je vous donne la définition internationale. C'est tout comportement ou parole qui rabaisse l'enfant, le critique, le punit. À chaque fois qu'on dit à un enfant mais c'est pas bien ce que tu fais, c'est mal, tu écris mal, tu fais n'importe quoi, eh bien, c'est la maltraitance émotionnelle. Tout ce qui va lui faire peur, lui procurer un sentiment d'humiliation et de honte, tout ce qui va l'isoler, le rejeter, et également tout ce qui va l'ignorer, ne pas répondre à ses besoins d'affection, de soins et de protection. Eh bien, cette maltraitance émotionnelle que subissent beaucoup de nos enfants, ça va diminuer le volume du cortex orbitofrontal. Et ce cortex orbitofrontal, il est essentiel. C'est lui qui nous permet d'être pleinement humains. Pourquoi? Eh bien parce que il nous permet d'être empathiques et sans empathie, on ne peut pas aimer. Il nous permet de réguler nos émotions, de savoir faire des choix et d'avoir un comportement éthique et moral. Donc vous voyez que la maltraitance émotionnelle, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des enfants non empathiques, qui ne savent pas réguler leurs émotions, qui ne savent pas faire des choix et qui n'ont pas de sens éthique et moral. Donc je reviens là-dessus, il ne faut plus jamais rabaisser un enfant, le critiquer et le punir et lui faire peur et lui procurer un sentiment d'humiliation et de honte. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de travail à accomplir. Alors la maltraitance verbale et physique, ça c'est Martin Teicher qui travaille à Harvard. Il nous dit que ça va diminuer le volume de l'hippocampe, hein, donc cet hippocampe qui est en vert sur le schéma et qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Donc l'hippocampe a une place centrale dans l'apprentissage et dans la mémoire. Et l'hippocampe est très sensible au stress. Donc vous voyez que tous vos enfants qui sont stressés, ils ne peuvent pas apprendre. Et donc ça explique pourquoi beaucoup d'enfants qui vivent dans des conditions très stressantes ont des difficultés d'apprentissage et des difficultés scolaires. Martin Teicher nous dit encore lui que les mauvais traitements émotionnels, les paroles blessantes et humiliantes ont des répercussions désastreuses chez l'enfant, mais aussi sur l'adulte qu'il deviendra, avec des troubles anxieux, dissociatifs, des dépressions, des manifestations d'agressivité. Ces paroles sont associées à de la délinquance, de l'agressivité, des troubles de la personnalité. Alors ça, c'est une étude, moi, qui m'a complètement scotchée, hein. Encore qui nous vient d'Harvard, hein. Les paroles blessantes et humiliantes, méprisantes, hein, t'es nul, t'es un bon à rien.
ça va altérer le fonctionnement de circuits neuronaux et de zones qui participent à la compréhension du langage. Donc, vous voyez, très souvent, moi, j'ai vu des parents ou des enseignants qui me disent, mais cet enfant, je lui parle, il ne comprend rien. Mais oui, mais si on commence en lui parlant, en lui disant, t'es nul, hein, t'es un incapable, eh bien, ça empêche, hein, de comprendre le langage. Mais ça donne aussi des somatisations, des troubles anxieux, dissociatifs et des dépressions. Donc, quand l'enfant est stressé, ça active l'amygdale, le centre de la peur, ça altère l'hippocampe, donc l'esprit est paralysé par la peur et la personne n'est plus capable d'écouter ni d'apprendre. Donc, l'enfant va mémoriser dans son amygdale les émotions de peur et d'angoisse, mais il va rien enregistrer dans son hippocampe. Donc, quand il y a du stress, les circuits pour penser, apprendre, réfléchir, mémoriser sont perturbés, voire inhibés. Et quand le stress est intense, il y a une dépossession des facultés intellectuelles. Penser clairement n'est plus possible. Donc, vous voyez qu'il faut absolument lutter contre le stress. Le cortisol en trop grande quantité altère le cortex préfrontal. Hein. Ce cortex intervient dans la mémorisation, l'encodage, la restitution des faits mémorisés, et donc ça perturbe l'apprentissage et la mémoire. Donc, pour conclure, mon rêve, ça serait que tous les adultes des établissements scolaires soient formés aux compétences psychosociales pour qu'ils puissent, dans un second temps, les transmettre aux enfants et, pourquoi pas, aux parents. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre attention et maintenant, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci, Madame Guéguen. Alors, avant de reprendre d'autres questions pour rebondir sur ce que vous avez dit, on voulait évoquer aussi pour les personnes qui sont connectées un petit peu ce que l'on propose à la CARDI qui va dans le sens de ce que vous évoquez avec, par exemple, le groupe Philogène qui fait travailler le langage et la construction de l'argumentation chez les élèves avec une place très grande qui leur est laissée, avec des rôles qu'ils prennent en charge, avec aussi un travail de réflexion sur ce qu'ils sont en train de faire, où l'enseignant, chef d'orchestre, aide les élèves à comprendre comment s'est déroulé le moment qui a été vécu, comment ont été respectées les règles, comment le travail a été abouti, et tout ça pour participer aussi de la construction du sens et leur donner véritablement ce rôle dans ce qu'ils sont en train de faire à l'école. Nous avons aussi un groupe de travail sur l'évaluation qui rejoint la question du stress par rapport aux échéances, par rapport à la peur du jugement que peuvent provoquer les évaluations en classe. Et nous avons un groupe qui travaille aussi sur la coopération, sur comment s'entraider entre élèves, sur le tutorat, sur le travail de groupe, comment est-ce qu'on fonctionne ensemble, comment est-ce qu'on prend appui sur les compétences des uns et des autres, comment on va aider ceux qui ont un petit peu plus de mal dans un groupe, comment on inclut tout le monde pour avancer ensemble vers une tâche complexe et ambitieuse. Ça, c'est pour faire le lien avec ce que proposait Madame Bucheton la dernière fois, qui a redit l'importance de mettre les élèves à coopérer autour de situations complexes qui les amènent à réfléchir, à envisager des stratégies, à questionner le monde, à questionner comment se passent les choses et comment est-ce qu'on peut faire ce pouvoir agir aussi de l'élève parce qu'il est en mesure de réfléchir. Donc voilà, on essaye de porter tous ces aspects-là aussi qui rejoignent un petit peu de façon plus pédagogique et didactique dans la classe tout le contexte de travail et de relations que vous avez évoqué et nous vous en remercions. Pour faire le lien aussi avec ce que vous évoquiez sur l'écoute et sur l'accueil des émotions, il y a une petite activité qui est utilisée par certains, c'est le quad 9, qui ne prend pas forcément beaucoup de temps au démarrage d'une séance, alors qu'on l'appelle quad 9 ou Chava, voilà, mais pour accueillir la parole de l'élève au démarrage, et c'est un temps qui permet de rentrer dans les apprentissages et puis les faire parler également sur ce qui a été vu la dernière fois pour que eux construisent et fassent les liens. Ou en fin de séance, c'est ce qu'on appelle nous la métacognition, où on invite les élèves à réfléchir sur le travail qui a été mené en place pendant la séance, mais ils sont en mesure de pouvoir, eux, le verbaliser. Et donc exprimer tout ce qui s'est passé dans la classe, ce qu'on a appris ensemble, comment on l'a appris ensemble et comment ça s'est passé. Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que ça a été ardu? Est-ce qu'on a bien avancé? Est-ce qu'on s'est senti à l'aise? Est-ce qu'on a fait face à ces obstacles? Enfin, ce sont des petites activités
que l'on peut effectivement, dans toutes les disciplines, essayer d'introduire dans ces pratiques pour essayer de répondre un petit peu aux enjeux que vous avez posés. Alors, il y a des questions sur la communication, enfin des questions. Une référence à Marshall Rosenberg sur la communication non violente, effectivement, dans le chat. Mais je ne vois pas de questions vraiment précises. Voilà, des remerciements pour les pistes et l'espérance que ça fait renaître chez les personnes qui se sont connectées et qui nous écoutent. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait… Je voudrais bien prendre la parole parce que je trouve vraiment passionnant l'intervention et puis c'est un champ de connaissances auquel je m'intéresse depuis longtemps. Je pense qu'il y a eu une démarche à un moment de psychanalyse institutionnelle et que ces changements-là, ils seront possibles aussi avec l'ensemble de la communauté éducative. Parce qu'on a parlé beaucoup, vous avez parlé, Madame Guéguen, beaucoup de la formation des enseignants, mais quelle est la formation des institutionnels? Quelle est la formation des gens qui donnent en fait les objectifs aux enseignants dans l'institution? Est-ce que aussi, eux, ils sont sensibilisés à ça? Aujourd'hui, vous avez 2 enseignants sur 3 qui regrettent leur choix d'orientation professionnelle. C'est plus chez les jeunes qui commencent leur carrière. Donc, comme vous le savez, les enfants, il faut les mettre en sécurité pour qu'ils puissent se développer. Et les enseignants, je pense que c'est des grands enfants aussi, et qu'il faut aussi les remettre en sécurité pour qu'ils puissent implémenter ces changements-là. Et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte au niveau de l'institution? Et qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Je vais me permettre de répondre puisque je suis représentante de l'institution. Donc, je vais apporter mon témoignage personnel et ce que je sais de l'ensemble de mes collègues au niveau de l'inspection. Alors, moi, à titre personnel, j'ai suivi l'année dernière un diplôme universitaire en neuroéducation et donc j'ai été formée à toutes ces questions avec l'université Paris Descartes. Donc, je me suis formée parce que j'avais besoin aussi de m'enrichir de façon très importante pour vous accompagner sur le terrain. Et c'est une démarche que l'on effectue de façon très nombreuse au sein de l'inspection. Également avec Madame Hart, donc du groupe BCR dont on a parlé tout à l'heure, il y a une vraie dynamique au niveau du collège des inspecteurs, également avec les personnels de direction, puisque ces formations sont intercatégorielles et que l'on partage beaucoup, que ça prend du temps et que petit à petit, on essaye aussi avec des enseignants qui nous suivent de mettre progressivement des choses en place et d'essaimer petit à petit. Donc oui, la prise de conscience, elle est à tous les niveaux et la formation se fait aussi à tous les niveaux. Nous avons eu un séminaire qui a été proposé par le groupe de Madame Hart, sur le groupe BCR, qui a été réservé au personnel encadrant, personnel de direction et inspection. Et on va en avoir d'autres dans l'année. Donc, c'est quelque chose qui se développe énormément. Et nous avons aussi des formations possibles au niveau institutionnel ou en partenariat avec des universités. Je tiens à ce sujet à dire que l'INSPEC Créteil propose aussi des diplômes universitaires en neuroéducation qui sont ouverts aux enseignants et que grâce au congé de formation, vous pouvez aussi accéder à ce type de formation si vous le souhaitez. Donc, il y a des formations plus courtes qui sont de l'ordre du stage, proposées en académie, par exemple, ou des formations beaucoup plus longues, comme des diplômes universitaires qui peuvent être proposés par nos universités avec qui nous sommes partenaires. Il y avait une question qui me semblait importante dans le chat et je vous la soumets, Madame Guéguen, par rapport au fait de travailler avec les élèves autour des émotions. Une enseignante nous dit qu'on peut craindre quand on est enseignant de se retrouver face à un élève qui exprime un véritable mal-être et comment faire face à ça. Alors, peut-être parce qu'elle dit comment est-ce qu'on le gère. Peut-être que la réponse, n'est pas de le gérer, mais déjà de l'accueillir pour dire qu'on est là et que l'on tient compte de cette parole de l'enfant et qu'on la reçoit, parce qu'on n'est pas professionnel de santé, parce qu'on n'est pas psychologue, mais on a peut-être une pierre à apporter dans ce travail-là. Alors, pour répondre un petit peu à cette question, comment on fait pour accueillir quelque chose qui peut être douloureux et pour le travailler au niveau du groupe ou l'accueillir au niveau du groupe? Je vous laisse la parole, Madame Guéguen. Je vous remercie beaucoup de cette question, elle est très importante et vous y avez en partie répondu, c'est-à-dire que ça c'est du scientifique ce que je vais vous dire.
quand un enfant est en détresse, le fait déjà de pouvoir, c'est-à-dire recevoir de l'empathie, c'est-à-dire que l'enseignant comprend l'émotion de l'enfant, et ensuite, après, c'est à lui de voir quelle attitude il veut avoir, il essaye d'apaiser cet enfant, c'est-à-dire déjà par le regard, par la voix. Après, ça peut être par le geste, c'est à chaque enseignant de voir quel geste il va avoir avec cet enfant-là, et ensuite d'aider l'enfant à exprimer son émotion. Donc, vous voyez, les scientifiques nous disent que quand un enfant est en détresse, il faut 3 choses pour faire maturer le cerveau. C'est être, écouter son émotion, hein, et c'est l'écoute empathique. Ensuite, l'apaiser, c'est-à-dire surtout ne pas le punir et ne pas lui dire t'es en colère, ou le plus difficile, c'est quand un enfant insulte un enseignant. C'est de la détresse, hein. Eh bien, ne pas le punir, mais dans ce cas-là, de lui dire arrête, non, on ne fait pas ça, c'est tout. Et essayer de l'apaiser et ensuite l'aider à exprimer ses émotions. Là, je vois que tu n'étais pas bien. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as éprouvé? Eh bien, quand on fait ces 3 choses-là, on fait maturer aussi bien le cerveau intellectuel que le cerveau affectif. Mais il n'y a pas besoin de faire plus de choses que ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir une formation de psychologue pour ça, vous voyez. Mais par contre, l'écoute empathique, hein, ne pas être impacté par les émotions trop fortes de la personne qui est devant nous, oui, ça s'apprend et ça se développe. Et pour compléter, je dirais qu'effectivement, nous ne sommes pas psychologues, mais qu'accueillir et ensuite travailler avec le collectif adulte, puisque même si on est en difficulté, je le sais bien, dans certains établissements scolaires par rapport aux infirmières surchargées, aux assistantes sociales ou autres, voilà, le fait de passer la main et de travailler ensuite derrière en équipe pourra permettre aussi éventuellement de prendre en charge des situations peut-être plus spécifiques. Vous avez cité tout à l'heure Scolavi. Ils proposent des petits outils pour aider les enfants à verbaliser. Quelquefois, ils n'ont pas les mots aussi pour dire comment ils se sentent et ça s'apprend. Et ça participe de la maîtrise de la langue française et de tout un tas de compétences qui sont très intéressantes parce qu'il peut y avoir aussi des filtres culturels. On n'éprouve pas forcément les mêmes choses de la même façon, on ne les exprime pas de la même façon. Donc, il y a des outils. On a parlé de la roue des émotions tout à l'heure, un certain nombre de questionnaires de Proust qui peuvent aider les enfants et les élèves à donner, à verbaliser ce qu'ils ressentent et à petit le nuancer ou trouver les mots vraiment les plus justes pour le dire et le partager avec leurs camarades. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? C'est nous, Catherine. Alors, Madame, bonjour. Oui, Bonjour. j'aurais une petite question pour clarifier un tout petit peu la situation sur, on disait tout à l'heure sur l'autocompassion, à quel point c'était important en tant qu'enseignant. Moi, je suis enseignante au collège, dans un collège qui n'est pas du tout ni REP, enfin normal. Sur l'autocompassion, voir ce qu'on fait de bien. Moi, comme j'ai été formée à la CNV, j'ai appris à faire ça et j'essaye de le mettre en pratique. Mais je me suis retrouvée avec des élèves cette année, ça s'est vraiment détérioré entre septembre et maintenant, avec des élèves qui sont énormément en demande d'attention, qui sont tout le temps dans le conflit, non pas pour être dans le conflit, mais parce que c'est leur manière à eux de dire qu'ils ne vont pas bien. Donc j'ai proposé à ma hiérarchie et aussi au chef d'établissement de proposer un groupe de parole pour les élèves. Malheureusement, ça n'a pas pu être mis en place. Et donc je me retrouve avec des élèves qui sont coincés eux-mêmes dans leurs affects en fait. Et j'ai l'impression, moi ce qui m'inquiète, c'est que si je lance la CNV en classe avec les élèves ou j'ouvre par exemple un temps de parole de 5 minutes, 10 minutes, que finalement ça se transforme en jeu et que, enfin le jeu c'est une bonne chose, mais que ça soit un jeu pour les élèves et que du coup ils ne prennent plus au sérieux l'enseignant, vous voyez? Que pour eux, comme c'est la porte ouverte, allez, on va tout dire, on va lâcher les vannes. Et moi, c'est plutôt mon inquiétude par rapport à mettre la CNV en place, en classe, vous voyez? Alors, moi, je vais vous redire que la plupart des expériences que je connais en classe, elles se passent extrêmement bien. C'est-à-dire que
ça prend pas beaucoup de temps. Généralement, le matin, c'est 5 minutes. Mais déjà, pouvoir exprimer ses émotions, tout de suite, ça va changer totalement le climat de la classe. Euh, Par contre, il faut avoir confiance et ne pas avoir peur, hein. Là, parce que là, je sens que vous craignez beaucoup, beaucoup de choses, hein, ce que je peux très, très bien comprendre. C'est-à-dire que il faut vous lancer quand vous allez être en confiance avec vos élèves. Et si vous êtes en confiance avec vos élèves et que vous êtes tranquille, calme, parce que le grand, grand défi face à des élèves qui sont en difficulté, hein, parce que vous me décrivez des élèves en difficulté, c'est soi-même de pouvoir être calme et tranquille et confiant. Parce que, bien entendu, il y a la contagion émotionnelle, hein. Donc, quand vous vous sentirez en capacité de le faire, allez-y et vous verrez que ça a des effets absolument extraordinaires d'apaisement sur les classes. Merci, Madame Hélène. Une dernière intervention de Catherine Ferrier, donc, qui est l'ancienne responsable de la CARDI, qui voulait intervenir et après nous clôturerons ce webinaire. Catherine? Oui, merci beaucoup Madame Guéguen pour Bonjour. cet éclairage. J'avais déjà eu le plaisir de vous entendre et c'est toujours pour moi une source de réflexion intéressante. Vous avez bien démontré combien tout ce qui était humiliation verbale, tout ce qui était dévalorisation pouvait être préjudiciable au développement du cerveau des enfants et des jeunes en général, hein, quel que soit leur âge. Et je ne peux pas m'empêcher, moi, de me questionner sur quid là-dedans de la violence institutionnelle dans laquelle nous vivons, enseignants, inspecteurs, et dans laquelle vivent les enfants. Et cette violence institutionnelle, c'est peut-être de notre place à nous, enseignants, parce qu'encore une fois, nous ne sommes ni personnel de santé, ni psychiatre, ni psychologue, ni quoi que ce soit. De notre place à nous, comment est-ce que nous pouvons essayer de changer les choses du point de vue de cette violence institutionnelle? Comment nous pouvons essayer de remplacer par des pratiques professionnelles, par des gestes professionnels empathiques ou qui développent l'empathie, toutes ces violences institutionnelles? Je vais prendre un exemple très simple sur lequel on a beaucoup travaillé à la CARDI, qui est l'évaluation positive. Il n'y a rien de pire que d'avoir un 0, un 2, un 8, un 6 pour un élève. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel sens ça a? Et quand on travaille un petit peu à ces questions d'évaluation qui, dans notre système éducatif, sont encore un levier extraordinaire de classement, de tri et donc d'éviction, hein, disons les mots tels qu'ils sont, c'est de la violence qui vit dans nos classes, que les élèves vivent et que les élèves intègrent comme une espèce de fatalité quand ils nous disent qu'ils ont toujours été mauvais en ceci ou en cela de toute façon et que ce n'est pas la peine d'essayer. Et quand on travaille avec la CARDI ou avec d'autres groupes à changer ces pratiques-là, eh bien, on agit sur cette violence institutionnelle, on remplace cette violence institutionnelle avec des gestes qui vont au contraire permettre à l'élève de croire en ses capacités, de croire qu'il peut réussir, parce qu'il ne suffit pas de le lui dire, il faut le lui démontrer. On a des élèves qui sont en échec scolaire professionnel, si je puis dire, depuis de nombreuses années, et il faut arriver à les prendre en flagrant délit de réussite. Et dans nos gestes professionnels, dans nos pratiques, que ce soit celle de l'évaluation, que ce soit le travail qui est fait sur la coopération, ou que ce soit le travail qui est fait sur la construction d'une réflexion collective philosophique, eh bien, ça permet de changer par des gestes professionnels de la place qui est la nôtre un certain nombre de choses et de freiner ou en tout cas de diminuer cette pression sur les élèves et de permettre que se développent d'autres types de relations et entre eux et entre nous et eux. Voilà, donc je voulais le dire parce que vous avez parlé de la capacité de s'affirmer et de résister à la pression sociale et je crois que les adultes du système éducatif doivent aussi apprendre à s'affirmer et à résister à la pression sociale. Ça n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer à le faire si ça n'est pas bon pour les élèves.
Voilà, je voulais simplement apporter ces témoignages parce que j'ai vécu avec la CARDI en changeant des pratiques, des choses extraordinaires et j'ai effectivement pu voir des élèves qui pourtant étaient au départ dans des situations difficiles, voire très difficiles, se révéler être des enfants parfaitement capables de réussir à l'école. Voilà. Donc, je voulais vous remercier de votre intervention et je dirais qu'elle n'a fait que confirmer qu'on a raison, comme disait Sabine Kitten tout à l'heure, d'essayer d'autres gestes, y compris de la place qui est la nôtre, dans notre petit monde, hein, en toute humilité, mais ça change parfois beaucoup de choses pour les élèves de nos classes. Voilà, merci beaucoup. Merci Catherine. Eh bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre intervention à laquelle je souscris entièrement. Bien entendu que je pense que notre institution scolaire est en route, puisque je vois un certain nombre d'établissements, même maintenant en collège, qui ne mettent plus de notes. Et je pense que c'est extrêmement, extrêmement important. Cette réflexion autour des notes, j'espère qu'elle va continuer. Alors, elle est presque implantée partout en maternelle et en primaire, hein. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail de réflexion sur les notes au collège et au lycée, n'en parlons pas, mais je pense que c'est extrêmement, extrêmement important. Ça change tout. Merci Madame Guéguen, et cet après-midi et cette heure et demie que l'on a passé ensemble était aussi une première pierre à l'édifice. En parler, échanger, réfléchir ensemble, se redonner un petit peu une bulle d'air et de l'espoir et l'envie d'essayer. Voilà, nous ici à la Cordie, on vous amène tous à essayer des petites choses, à en parler, à les partager, et on vous fait évidemment confiance sur vos compétences et sur votre capacité à utiliser ce que vous ressentez comme étant important et ce que vous envisagez pour le faire. Et on est là pour vous accompagner, pour vous aider à le mettre en place et à l'ajuster si besoin est, et à continuer à le penser ensemble. Un immense merci à vous. Prochain et dernier rendez-vous sur le refaire vivre la classe ensemble en mai-juin. On n'a pas encore fixé la date, on vous prévient le plus vite possible, toujours sur WebEx. La captation et la synthèse du webinaire avec Dominique Bucheton est en ligne sur le site de la CARDI. Très prochainement, celle de Madame Guéguen. Encore merci beaucoup pour cette intervention. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé ce temps-là avec nous, et on vous espère nombreux pour la dernière fois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.